PMA pour toutes arrive à l'Assemblée dans l'hémicycle. Pour en parler, Gilles William Goldnadel et Virginie Thélène alias Frigide Barjot. Merci à vous deux d'être là. Alors, pour que nos téléspectateurs y voient clair, Gilles William, vous étiez ce week-end à l'université de rentrée de la Manif pour tous, qui est donc contre la PMA. Frigide Barjot, Virginie Thélène. Je n'y étais pas. Vous êtes interdite même. Oui, enfin, on m'a fait savoir qu'il ne fallait pas que j'y aille. Bon. Si je voulais que peut-être il y ait peut-être une reprise de parole avant la manif du 6 octobre. Bon, on va essayer d'y voir clair. Donc, parce qu'effectivement, oui, on va essayer d'y voir clair. Vous êtes une figure de la contestation du mariage pour tous, de la manif pour tous à l'époque. Oui, mais maintenant, je n'en suis plus depuis 7 ans. Voilà. Pour qu'on y voit clair sur vos convictions, vos combats aujourd'hui. Cette PMA pour toutes, la loi telle qu'elle est présentée, est-ce que vous êtes contre ? Alors, telle qu'elle est présentée, oui. D'abord, je tiens à préciser pour les téléspectateurs qui pensent effectivement toujours, qui se souviennent d'il y a 7 ans, parce que c'est quand même il y a 7 ans que des foules immenses se sont levées, et c'est vrai que l'Église de France et les réseaux laïques qui sont maintenant la Manif pour tous et Marchons Enfants, m'avaient permis de prendre la tête de ce mouvement immense et citoyen. On s'en souvient, C'était une alliance des citoyens et de l'Église. 1 million de personnes. 3 fois. Il faut le faire. Ça n'existe pas dans l'histoire de la Ve République et je ne pense pas avant tellement non plus. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, je suis délégué général de l'Avenir pour tous. C'est-à-dire que je suis reparti au vote de la loi avec mes propositions, nos propositions. Donc je pense que c'est ce qui avait amené la société civile à nous suivre. C'est-à-dire que déjà sur le mariage, nous n'étions pas contre l'union des femmes et des hommes entre eux, bien évidemment, ni de leurs enfants. Mais le problème, c'était le changement de la filiation, c'est-à-dire que la loi disait que 2 femmes ou 2 hommes, ce qui va être d'ailleurs accompli par la loi de PMA, auraient une filiation unique, mais donc détachée du biologique, pour leurs enfants. Nous disions, non, il faut qu'il y ait un père biologique ou une mère biologique donc, externe. Aujourd'hui, pour être très clair, la loi PMA telle qu'elle est présentée, vous êtes contre ? Alors, pas parce qu'elle est pour toutes. Nous sommes pour que toute personne, tout homme, toute femme puisse fonder sa famille. En revanche, nous allons assister à un changement de structure historique de notre humanité. Vous avez en face de vous un homme. Cet homme doit être père sans doute, et sans doute vous aussi. Et jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'au vote de cette loi, faire un enfant se faisait entre un homme et une femme, qui étaient désignés le père et la mère, ce qu'on appelle les parents biologiques, les géniteurs. La loi va dire aujourd'hui, comme on sort du couple homme-femme, structurel, il va dire que toute femme ou tout couple de femmes, ce que nous ne contestons pas à l'Avenir pour tous, nous sommes pour la pluralité des familles, ira se reproduire avec ceci, des paillettes. Avec quoi ? C'est quoi ce que vous avez ? Non, c'est une illustration. C'est une illustration d'un produit qui en fait vient de personnes qui ne sont plus le père ou la mère biologique et géniteur, qui ont été mis il y a bien longtemps sur un marché, qui sont congelés et qui vont pouvoir être féconder un embryon sans le contrôle des géniteurs. C'est ce que nous contestons à l'Avenir pour tous. Pour vous, que l'État valide un enfant sans père, ça n'a pas de sens ? Sans père biologique. Oui, sans père biologique. Sauf que ce que vous dites que c'est un changement historique. Historique. Permettez-moi de vous dire que c'est faux. Je vais juste prendre les chiffres de l'INSEE. Les familles monoparentales ont doublé en France. En 1990, il y en avait 950 000. En 2013, il y en a 1,8 million. Une famille sur 5 est monoparentale. Et parmi ces familles monoparentales, 85% des familles monoparentales ont en tête une maman. Donc en fait, ce que vous dites, ça existe déjà. Il y a déjà des mamans qui gèrent leurs enfants sans papa. Cher ami. Et en plus de ça, ces mamans, en fait, on sait très bien, elles sont touchées par la pauvreté parce qu'elles sont stressées. C'est désespérant. Donc en fait, 2 mamans ensemble permettront tout à fait. Ça existe déjà. Encore une fois, nous ne contestons pas l'éducation et la formation sociale de la famille. Je reviens. Je vous montrais ceci car cela concerne la fécondation de l'enfant. Or, cette fécondation qui était technologiquement aidée, médicalement aidée, se faisait dans le couple infertile homme-femme. Il y avait donc toujours les géniteurs de base. Quand vous sortez de ce couple géniteur, vous n'avez plus que les mamans, effectivement, et nous disons, pour qu'il y ait un accès égal à la PMA,
il y a des femmes aujourd'hui en France, il y a des femmes dans le monde qui vivent seules pour des tas de raisons, parce qu'elles aiment une femme, mais qui voudraient que pour leur enfant, il ait un père biologique. Pourquoi vous voulez absolument... Attendez, je termine. Un père biologique à la fécondation. Mais pourquoi vous voulez absolument que cette gamète qui est fournie pour faire un enfant, pour permettre à 2 femmes d'avoir un enfant ou 2 hommes, mais pourquoi vous voulez que cette gamète ait une existence juridique? Il n'est que fournisseur de gamètes. Il n'est que le déclencheur de la famille. Après, s'il y a un désir d'enfant, c'est 2 personnes qui aiment un enfant. On ne parle pas de la même chose. Moi, je vous parle d'une personne humaine, un père. Non, vous prenez exemple en disant le père biologique, c'est ça, en montrant une gamète. Pardon, je dis que ça n'est plus un père biologique. Ça s'appelle pas un homme. Ça existe déjà avec des couples hétérosexuels qui font double don, soit des donneurs de sperme, par exemple, parce que les gamètes, c'est du sperme, des spermatozoïdes. Il y a bien un père, excusez-moi, il y a bien au départ, avant la fécondation, l'homme et la femme. Mais comme là, il y a un père, là, il y a un producteur de sperme, il y a un producteur de spermatozoïdes. C'est un dans le cas de donneur de sperme, c'est un don anonyme également. C'est un donneur anonyme. C'est la même chose actuellement. Ce que nous réfutons, c'est l'anonymat du don, enfin de gamètes, à la fécondation et avant. Pour les couples stériles, notre proposition va dans le même sens. Nous souhaiterions... Sauf que sans anonymat. S'il vous plaît, je termine. Nous souhaiterions qu'il soit aussi proposé dans la loi, plutôt que la PMA ne soit qu'avec des gamètes anonymes, qu'on puisse aussi avoir accès à un père biologique, ce qu'on appelle plus exactement un géniteur connu, par coparentalité. Voilà votre position là-dessus, clairement. La PMA, vous êtes contre la PMA pour toutes? Moi, en vérité, je n'ai aucune certitude et je rejoins les réserves de l'Académie nationale de médecine. Alors, on va les entendre. On va rappeler à nos téléspectateurs. L'Académie de médecine, elle va... dans votre sens, elle a récemment émis des réserves sur la conception délibérée d'un enfant privé de père. Je cite, selon elle, ce n'est pas sans risque pour son développement psychologique et son épanouissement. Réponse d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, invitée du grand jury ce week-end. L'Académie de médecine a ses prises de position. Je n'ai pas de commentaires à faire sur son avis. Peut-être comme médecin, daté vous aussi. considérez... Aujourd'hui, nous avons un quart des familles françaises qui sont des familles monoparentales. Ne me dites pas qu'un quart des enfants français qui vivent et qui naissent dans ces familles ont des difficultés de construction. Agnès Buzyn dit l'Académie de médecine a une vision datée. Donc vous avez une vision datée. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ou de croyants. Non mais si je peux y aller. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne crois pas au progrès, moi. Je ne crois pas qu'il y a un avenir, un futur qui soit forcément radieux. Il peut être épouvantable. Donc, encore une fois, je n'ai pas de certitude. Je crois quand même que l'idéal des idéaux, c'est malgré tout un père, une mère, et avec donc 2 parents. Je sais bien qu'il existe des familles monoparentales. Je ne crois pas que ce soit un modèle idéal. Je sais d'ailleurs que des gens extrêmement progressistes expliquent par exemple que des enfants sont tombés dans la délinquance parce qu'il y avait que la maman et qu'il n'y avait pas de père et donc ça s'est très mal passé. Donc je pense si je peux aller jusqu'au bout. On a d'autres études qui prouvent le contraire. Ça tombe bien. Ouais. Moi je ne partage pas vos certitudes. Très bien. D'ailleurs l'Académie de médecine parle du principe de précaution d'ailleurs. Eh bien c'est exactement ce que je veux dire. Je constate que ceux qui veulent défendre la nature ont un principe, c'est celui de précaution. Et je suis extrêmement étonné que, s'agissant de l'environnement familial, on se permette de jouer comme ça avec les dés. Je sais bien, moi, que la base de la psychologie jusqu'à présent, c'était de parler du rôle du père et de l'identité au père. Je ne prétends pas du tout, et loin s'en faut, que l'amour entre femmes soit contre nature, c'est quelque chose au contraire d'extrêmement répandu. Mais j'affirme que la conception entre femmes est, elle, contre nature, et je ne suis pas sûr que nous ne soyons pas dans une science prométhéenne, qu'au nom justement du progrès promis, on s'embarque là-dedans. Alors, si on met de côté les familles monoparentales, il y a aujourd'hui 200 à 300 000 enfants qui sont élevés par des parents de même sexe. Okay, ça veut dire qu'il y a 200 à 300 000 enfants qui sont en danger, si je vous écoute bien. La deuxième chose, c'est qu'il y a une étude scandinave qui est sortie l'année dernière et qui explique que les enfants qui ont été élevés par 2 mères
sont moins soumis à la psychiatrie dans leur vie future. Moi, des rapports, j'en ai dans tous les sens. C'est n'importe quoi. Des rapports, c'est nul. Est-ce que je suis en train de dire, par exemple, que la famille avec un père et une mère, c'est forcément idéal? J'espère que non, parce qu'il y a 73 000 enfants qui sont maltraités en France. C'est pour que l'enfant puisse répondre à la question d'où je viens. C'est ça la question fondamentale. Je dis simplement que s'en remettre à la science pour jouer la famille avec des dés, je trouve ça dangereux. C'est pas avec des dés, s'il y a un désir d'enfant, c'est pas avec des dés. Non mais écoutez, c'est pas un jeu de comptoir. J'envie beaucoup vos certitudes. Est-ce qu'une femme peut parler? Je suis concernée par cette loi. Je suis moi-même une femme, ça ne se voit. Mais les pères aussi sont concernés. Ils vont disparaître de cette loi, bien sûr, vous êtes, vous, messieurs, extrêmement concernés, vous allez disparaître. Je vous entends tous les deux, mes chers, vous ne parlez que d'éducation, de comment on forme une famille. Je me permets de revenir... d'identification, pas seulement... Je me permets, comme a dit le jeune homme, de revenir à la base, à l'origine de l'origine. L'origine de l'origine s'appelle une fécondation. Voilà ce que la loi va universaliser. En dehors des couples hommes-femmes, on fera pour toute femme, et d'ailleurs couple de femmes, mais moi je dis que c'est pas égalitaire cette loi. Ça doit être offert à tout homme aussi. Pourquoi un homme pourrait pas être père sans vivre avec une femme? Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que cette fécondation, pourquoi elle serait réservée aux femmes? Ici, vous avez donc l'ovocyte qui peut être celui d'une autre femme que celle qui va porter l'enfant. Vous avez... Il faut que vous montiez un peu la Pardon. Voilà. Le spermatozoïde, c'est très joli. Vous voyez, normalement, ça s'appelle un zizi, mais maintenant, c'est une seringue. Ça s'appelle... Mais vous opposez un argument technique à un problème humain. C'est une loi. Non, monsieur. Si. Excusez-moi de vous dire que c'est une loi technique, c'est une loi de bioéthique. Et c'est une loi qui change la fécondation humaine. Non pas, évidemment, qu'on soit obligé d'avoir une relation sexuelle. Non, elle n'existe pas en dehors des géniteurs, hommes et femmes, père et mère biologiques. C'était le principe structurant de notre humanité. Oui, mais nous sommes en train de changer. Elle aide des parents qui sont stériles à avoir des enfants. Mais il y a, excusez-moi, vous n'écoutez pas ce que je dis. Mais vous n'écoutez pas ce que je dis. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Je vous parle du principe de fécondation. Il était toujours entre l'homme et la femme qui structure la fécondation. L'homme et la femme qui ont des problèmes de stérilité qui peuvent avoir des enfants grâce à la science. Excusez-moi, il y a deux types de PMA. Il y a la fécondation avec le sperme du monsieur parce que ça marchait pas, et il y a la sortie d'ovocytes et la fécondation in vitro. C'est ça le problème, c'est la fécondation in vitro. On arrive à l'embryon, mes amis, et cet embryon, il est mis sur un marché. Et ce marché, il permet, au-delà de la fécondation de l'embryon, le dépistage génétique. On peut changer le génome, on peut faire de la modification génétique. Nous partons. Écoutez, il y avait Laurent Alexandre qui était l'autre jour sur le plateau de Ludovine, aux universités d'été. Ludovine de La Rochelle. Ludovine de La Rochelle, mon ami Ludovine. Eh bien, il était... Il nous a expliqué qu'on s'en allait, à la transmutation de l'humanité. Elle explique pourquoi je suis allé chez Ludovine de La Rochelle. Justement, c'est en raison de ces gens qui prennent de très haut, en disant que des progressistes. Ça veut dire quoi? Quel est le sens de... Moi, je voudrais comprendre quel est le sens de cette... Ça veut dire qu'aujourd'hui... À propos de Laurent, dire qu'un enfant, c'est un père... Quel est le sens de ce mépris? C'est pas du mépris. Mais si, c'est du mépris. Virginie Télène, alias Frigide Barjot, je vous pose une dernière question parce qu'il nous reste que 30 secondes. Vous pouvez me montrer mon livre, s'il vous plaît. Oui, dans 2 secondes, si vous me permettez d'animer encore cette émission. Vous avez été approché par la manif pour tous. Enfin, Marchons enfants, ouais, c'est collectif. Mais ils organisent une manifestation le 6 octobre. Absolument. Est-ce que vous en serez? Alors, écoutez, jusqu'à aujourd'hui, non, pour la simple et bonne raison que ce que je vous explique, que nous avons une proposition. Vous avez parlé. Donc vous n'en serez pas? Pardon, je termine. Nous proposons 3 parents, les 2 mamans et le papa extra. On a bien compris. Non, mais on a suivi. Avenir pour tous. On a bien compris. Est-ce que vous en serez? Non. J'ai pas dit non. J'ai dit non si je ne peux pas parler sur le podium. Alors, à ce moment-là, ils auront une manif coupée en 2. Les citoyens ne seront pas là, et les familles multiples ne seront pas là, et les parents, hommes et femmes, ne seront pas là. Mais ils auront beaucoup de moins de monde dans la rue, bien sûr. En tout cas, ils ont besoin aussi d'une figure médiatique pour attirer les foules. Et à part vous, moi, je ne vois pas. Virginie Télène, l'humain plus fort que le marché. C'est publié chez Salvatore. Merci. Et à l'avenir pour tous. D'avoir été avec nous. Merci. On se retrouve dans 2 minutes. À tout de suite.